Bonjour et bienvenue à Impact Pod. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de notre petit bande d'amis réunis par le rugby. Ne vous inquiétez pas, toute la bande va être de retour très prochainement grâce à des matchs de 15 de France qui vont redémarrer d'ici quelques semaines. Mais entre-temps, nous avons le plaisir de vous offrir un autre super interview aujourd'hui, cette fois-ci avec Karim Ghezal. Alors, si vous êtes fan de Montauban, Racing et Loup par exemple, vous connaissez bien Karim en tant que joueur deuxième ligne. Et maintenant, vous devrez bien connaître son nom parce qu'il est entré dans le staff de notre cher 15 de France. Grâce à ses compétences dans la touche, il est devenu, avec William Servat, le co-entraîneur de la conquête avec l'équipe de France. Et ça, quand même, c'est un super nom de fonction. Bon, avant d'attaquer l'entretien, j'ai juste envie de dire merci à Karim d'apparaître sur notre petit podcast. Nous avons démarré ce podcast il y a 1 an et j'aurais jamais cru qu'on aurait pu avoir des super invités comme Karim, comme Serge Petsen, Tarditz, Plana, Patrick Tabaco. D'ailleurs, c'est Patrick qui nous a mis en relation avec Karim Ghezal. Donc, je trouve que nos invités sont vraiment super ouverts et super disponibles et je pense que c'est vraiment lié à la valeur de ce sport et la communauté de rugby. Donc, merci aussi à vous, nos chers auditeurs, nos chers écouteurs. Merci pour vos partages, vos likes et vos reviews. Ça nous aide vraiment à grandir, donc merci. Allez, sans tarder, voici notre échange avec Karim Ghezal. Je pense que quand même, on a un petit truc pour les deuxièmes lignes dans ce podcast. Bonne écoute! Alors, je suis très content d'être là avec Karim Ghezal aujourd'hui, donc deuxième ligne sur plusieurs équipes dans le top 14, mais aussi aujourd'hui co-responsable de la conquête pour l'équipe de France. Donc, bienvenue Karim. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Donc, Karim, t'es né à Toulouse, donc ma question là-dessus, c'est est-ce que ça veut dire on vous donne un ballon de rugby dans le berceau ou est-ce que c'est venu un peu plus tard? Non, pas du tout. Moi, en fait, je suis né à Toulouse et je suis pas du tout j'ai pas de famille dans le rugby. J'ai fait du foot, du basket, du judo. Et j'ai commencé le rugby à tout hasard. J'avais 15 ans et demi, je crois. Donc, c'était assez tard. Donc, j'ai pas commencé du tout à l'école de rugby ou même si 15 ans et demi, ça peut être considéré encore comme de l'école de rugby, mais j'ai fait d'autres sports avant de tomber par hasard dans le rugby. Et est-ce qu'à votre avis, ça vous a aidé, tous ces autres sports? Oui, sûrement. Après, j'étais pas parti dans l'optique de faire une carrière de sportif de haut niveau, quoi que ce soit. J'étais parti pour faire du sport, tout simplement, et prendre du plaisir dans les sports que je faisais. Et du coup, j'ai fait du basket, du foot, du judo. Et aujourd'hui encore, j'aime tous les sports. Donc, le rugby est arrivé comme ça, mais il n'y avait pas d'optique de faire une carrière. C'était prendre du plaisir. Et puis les choses se sont fait naturellement. Donc, il n'y avait rien qui était prévu. Ouais. Donc tout au début, en fait, vous avez commencé, il me semble, à l'île-sur-Jourdain, et c'est là où vous avez rencontré Patrick Tabaco à l'époque. Non, Patrick Tabaco, il est de l'île Jourdain comme moi, c'est ça. Sauf que Ouais. on n'est pas de la même génération, donc on ne se connaissait pas. Je crois qu'il a 8 ans de plus que moi, Patrick. Il était plutôt à l'école avec des frères. Mon frère, j'ai plusieurs frères, donc il était à l'école avec un de mes frères. Uh-huh. Mais moi, je le connaissais pas puisqu'il avait 8 ans de plus que moi et on est de la même ville. Je vais pas dire village parce qu'aujourd'hui c'est quasiment 7 ou bientôt 8 000 habitants, voire plus, vu que c'est quasiment la banlieue toulousaine. Mais Patrick, on a joué ensemble par contre à Castres sur la fin de sa carrière à lui. Et moi, j'étais en 2005 ou 2006. Je crois qu'on a joué 2005-2006 ensemble. Donc c'était plutôt marrant parce qu'on était originaire du même club et de la même ville. D'accord. Donc de l'île de Jourdain et par la suite Stade Toulousain en junior, il me semble. Donc pour m'expliquer un petit peu, donc vous êtes au lycée, vous pensez le rugby à ce moment-là, ça commence à se professionnaliser, mais pour vous, vous avez dit c'est pas du tout un carrière, c'est juste pour le loisir. Donc à ce instant-là, vous n'avez pas forcément des objectifs professionnels, on va dire. Non, moi le rugby, comme je vous ai dit, je jouais avec mes amis simplement. Et puis après, j'ai fait des sélections pour les équipes de France assez rapidement. Et ensuite, au bout de 2 ans à l'île Jourdain, 2 ans et demi, j'avais des clubs qui sont venus me chercher. J'ai eu du coup le Stade Toulousain, plusieurs clubs de la région. Et quand j'ai passé mon bac, voilà, c'était l'opportunité pour moi d'aller signer à Toulouse. Et c'est vrai que j'avais décroché un petit contrat espoir. Et j'avais toujours pas l'optique de faire ça comme métier. C'était plutôt je passais mon bac à l'époque. Donc j'ai passé mon bac à Toulouse et en même temps j'étais à Toulouse, j'ai signé à Toulouse en junior échelle. Donc ça, j'étais payé pour, mais c'était pas mon activité principale était surtout
d'avoir mon bac et de préparer ce que j'allais faire pour l'après-bac. Donc ça s'est fait naturellement, on va dire. D'accord. Est-ce qu'il y avait des personnes qui vous avaient marqué le plus pendant cette début de carrière, qui même si à ce moment-là pour vous c'était pas forcément une carrière à venir, mais est-ce qu'il y avait des gens qui vous avaient marqué le plus? Non, ce qui m'a marqué le plus, on va dire, c'est plutôt le côté convivial du rugby que j'ai trouvé quand je suis arrivé à l'île Jourdain. Il y avait des éducateurs qui ont été top. J'en pense à plein qui sont un peu toujours à l'île Jourdain, Jean-Marc Henry. J'avais plein d'entraîneurs aussi, je vais pas en oublier, mais plutôt les potes et ce côté convivial que ce sport m'a mené. Ensuite à Toulouse, c'était Robert Labattu qui était venu me chercher, m'a contacté et m'a donné envie d'y aller. Et puis voilà, ça s'est fait. Ça avait été un peu dur au début quand je suis arrivé parce que j'étais pas habitué au côté un peu plus pro, un peu plus. J'arrivais dans un club où je me posais pas ces questions. Et puis après, ça s'est fait plutôt bien, voilà. Et puis j'ai enchaîné. Et est-ce que, par exemple, aux États-Unis, on a cette idée de rookie qui vient d'entrer dans la ligue pour la première année. Il est parfois un peu, les plus vieux demandent qui va chercher le journal tous les matins ou laver des chaussures, ce genre de choses. Est-ce que ça existe dans le rugby, ça aussi? Une espèce de bizutage? Ouais, mais c'est plutôt quand on arrive dans un club professionnel. Moi, quand j'étais à Toulouse, j'étais junior. Donc j'étais junior échelle, c'est des catégories d'âge, c'est des catégories, c'est 18-20 ans, ensuite c'est espoir, et ensuite c'est le monde professionnel, l'équipe première, où là oui on peut retrouver, je vais pas les dire ça, mais plutôt ce côté respect de la hiérarchie, le respect des anciens, qu'il y a toujours eu, la transmission. Il faut pas l'avoir d'une manière négative, mais qu'on arrive dans un... Moi je l'ai plutôt connu quand je suis arrivé après à Béziers, où j'ai joué en espoir à Béziers, quand je suis parti de Toulouse. J'ai fait une année en espoir. Et ensuite, j'ai attaqué à 21 ans avec l'équipe première où là, j'avais des joueurs très expérimentés comme Thibaut Privat, Pierre Mignoni, plein de joueurs expérimentés. Et là, forcément, oui, quand j'avais 21 ans en 2003 à Béziers, quand je commençais en top 16. Et là, on est un peu le jeune et voilà, on doit faire ses preuves tous les jours et avoir ce respect et puis cette transmission de l'autre côté que j'ai eu. Moi, Thibaut Privat m'a pris sous son aile. J'ai eu un joueur aussi en espoir qui s'appelait Christophe Villaplana quand j'étais sur Béziers, quand j'ai fait mon année en espoir, qui avait joué longtemps, qui joue en espoir. Donc j'ai eu plutôt ce côté où les anciens m'ont aidé à mon poste en deuxième ligne. Je jouais troisième ligne quand j'étais à Toulouse et j'ai joué deuxième ligne quand je suis arrivé à Béziers. Donc ils m'ont appris tous les côtés du deuxième ligne avec l'expérience qu'ils avaient. Et voilà. Après c'est plutôt une espèce de c'est pas du bizutage, c'est plutôt une espèce de respect de l'ancien et de transmission quand on est ancien. C'est plutôt D'accord. comme ça qu'il faut le voir. Et donc, vous étiez à Béziers, suivi par Grenoble et Castres, là où vous avez rencontré Patrick Tabaco. Par la suite, Montauban. Donc, en fait, c'est un club que je connais pas très bien, étant américain. C'est là où vous avez quand même fait presque 80 matchs. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de Montauban? Il me semble que c'est au-dessus de Toulouse. Comment vous avez vécu cette Oui, passage? ben bon, Montauban, ça reste un club. Disons que partout où je suis passé, j'ai pris du positif. Il faut toujours prendre le positif, que ce soit des joueurs, des coachs qu'on a côtoyés. Mais Montauban, ça restera particulier parce que quand j'y suis allé, j'avais 27 ans. Je partais de Castres. J'avais été en grosse concurrence à Castres avec des joueurs internationaux. J'avais envie d'enchaîner un peu plus, même si j'avais joué. Voilà, c'est le club où c'était Laurent Travers et Laurent Labitte qui sont venus me chercher. J'avais 27 ans. J'ai trouvé un club qui venait de monter de Pro D2 avec une ambiance exceptionnelle. Et Montauban, c'est une ville qui vit pour le rugby. La cuvette, c'est particulier. Et j'ai passé 3 ans où c'est là où on va dire que j'étais presque pas le plus en forme, mais j'ai tout le travail que j'avais fait quand j'étais un peu plus jeune à ce poste, j'arrivais à maturité à ce moment-là. Et c'est là où j'ai enchaîné beaucoup de matchs. Aussi j'ai été vice-capitaine. Il y avait Mathieu Clarkin qui était capitaine la dernière année. Et puis un groupe exceptionnel où on avait vraiment un groupe je sais pas, c'était à la fois le rugby à l'ancienne et le rugby professionnel. Il y avait toutes les valeurs. On mangeait ensemble tous les midis, on faisait les cons, on était sérieux, et puis on faisait tomber beaucoup de grosses écuries à Sapiac. Et ça reste vraiment 3 ans exceptionnels. Alors, on s'est qualifié pour la Coupe d'Europe, chose qui était exceptionnelle à l'époque.
On avait fini 7e. Et ensuite, on avait joué au Munster, on avait joué Sale, on avait gagné Sale d'ailleurs chez nous. Voilà, une aventure humaine où j'étais, vous savez, dans un club, quand on arrive, on essaie de laisser une trace positive. Les clubs sont toujours plus vieux que les joueurs. Mhm. Et Montauban, c'était particulier parce qu'on avait participé avec ce groupe à se qualifier pour la première Coupe d'Europe de l'histoire du club, les premiers matchs de Coupe d'Europe. On faisait tomber des gros chez nous à Sapiac. Et puis ce stade était particulier, j'ai vraiment des souvenirs exceptionnels. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est toujours en contact avec les anciens. Il y a eu justement, dernièrement, c'était un côté tragique avec Ibrahim Diarra qui était avec nous à Montauban qui était décédé. Et du coup, on a organisé un rassemblement où tout le monde est venu. Là, ils ont refait un rassemblement, mais tout le monde est toujours en contact. C'est vraiment particulier. Ce club, il y a toujours une ambiance particulière et qui fait que ça reste vraiment, pour moi, Sapiac, ça reste gravé dans la mémoire pour toujours, Ouais. quoi. J'entends beaucoup d'amour encore pour Montauban. Par la suite, donc vous êtes parti pour aller à la capitale. Donc c'était quand même une très belle époque avec Racing 92. Il y avait Chabal, Stein, Bergamasco, Bobo, Nalé. Vous avez vécu comment alors cette transfert de Montauban vers la capitale? Ouais, comme tout, quand on change, il a fallu un temps d'adaptation parce que je quittais Montauban où justement, comme je vous ai dit, c'était particulier. Le club, il y a eu des soucis financiers. On avait joué un match du maintien contre Bayonne à la dernière journée où on a gagné, où on s'est sauvé sportivement, mais financièrement, le club a un peu explosé. Donc j'avais toujours ce côté, voilà, c'était un autre club, un club avec des joueurs confirmés qui venaient de se qualifier aussi pour l'Europe. Club centenaire aussi, le Racing, qui est en train de se reconstruire, avec beaucoup de joueurs de grande qualité, comme vous l'avez dit, Hernandez, Chabal, Nalé, des Stein, des joueurs de très haut niveau. Et il m'a fallu un petit temps pour faire le deuil un peu de Montauban, m'adapter à un nouveau club, et puis après ça s'est fait. Et la première année, j'ai pas trop joué pendant 6 mois, ça a été un peu dur. Et ensuite, ça s'est fait, j'ai enchaîné, et puis la première année, on a fait une demi-finale directement, on s'est qualifié pour les demi-finales à Marseille en 2011, où on perdait un point contre Montpellier. Donc ça reste mes premières phases finales, les premiers matchs de Coupe d'Europe aussi au Racing. Voilà, toujours quand on arrive dans un club, on a envie de laisser quelque chose de positif, et c'est là où j'ai joué le plus. Et pareil, hein, c'est là où j'ai connu des matchs de phase finale. On a refait un quart de finale l'année d'après, demi-finale, quart de finale. C'était un club qui se construisait avec le changement de stade qui arrivait aussi, des structures qui évoluaient, le nouveau centre d'entraînement. J'ai découvert des choses. Voilà, j'ai passé 4 années au Racing, exceptionnel aussi. Je voulais dire un petit quelque chose côté perso parce que moi à cette époque-là j'habitais à Colombes donc j'étais abonné, je suis allé voir tous les matchs à la maison et je disais à mon fils que j'allais vous parler avec vous aujourd'hui et en fait il était tout content parce que on a eu l'opportunité de vous rencontrer. Il a dit ah oui c'est lui qui a signé mon béret. Il avait un petit béret Racing, je pense qu'il avait 4-5 ans. On vous avez vu quelques fois donc, pour les événements dans le village, dont à Colombes. Et je voulais juste dire merci d'avoir passé ce temps dans la communauté avec mon fils, avec des supporters, parce que bon, c'est vraiment dans les valeurs de rugby, mais je trouve ça vraiment chouette et qu'il y a un impact aussi, parce que mon fils, ça fait maintenant longtemps qu'on est parti, ça fait 5-6 ans qu'on est parti de Colombes, mais il se souvient toujours de vous et cette geste. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours fait dans tous vos clubs? Oui, bah, je pense que je pense que je suis pas le seul. C'est des valeurs du rugby simple, hein, je pense que c'est un des sports où les supporters, après les matchs, ils peuvent croiser les joueurs, ils peuvent les croiser à la sortie du match, ils peuvent les croiser en buvant un coup à la bodega. Ça dépend des clubs. Moi, à Montauban, j'allais à la bodega, au Racing aussi. Et après, il y a aussi le côté partenaire. Bon, des choses simples. Je pense que les joueurs ont toujours été proches du public et c'est ce qui fait que le rugby est un sport où il faut garder ses valeurs. Bon, je pense pas faire plus que d'autres, mais ça fait toujours drôle j'ai recroisé des gens pareils qui étaient bon, ça fait un moment du coup que que j'ai joué ou que j'ai arrêté, de recroiser des jeunes qui ont grandi et que
peut-être qu'on a côtoyé comme ça, qui avait 5, 6, 10 ans, quoi. Je me souviens après un match à Racing, je pense que c'était une équipe avec Scott Patterson, l'Écossais. Je trouvais ça chouette qu'il était sur le terrain après le match en train de dire merci à les gens qui sont venus de l'Écosse et tout. Et je trouvais ça vraiment, ça on verrait jamais à la NFL, quoi. Je trouvais ça au top niveau de sport de rugby de voir des gens sur le terrain après le match en train de dire merci aux supporters d'être venus. Je trouvais ça vraiment chouette. Après, vous partez sur un autre projet, celle de Lyon, et c'est plutôt c'est le projet du montée vers le top 14. Ben, quand j'ai fini au Racing, en fait, j'arrive un peu en bout de course. Pas en bout de course physiquement, mais bon, des fois, vous savez, dans un club, on est que de passage. On peut pas faire 20 ans dans un club. L'essentiel, comme je vous dis, c'est une bonne image. Le club, je suis parti du Racing avec 4 ans, avec plein de souvenirs. Le rugby, au final, c'est de se fabriquer des souvenirs avec les gens, les joueurs, et de laisser la meilleure trace possible. Et après, j'ai eu Lyon qui est venu me chercher, qui m'a proposé un contrat de 3 ans. J'avais 33 ans, j'arrivais un peu sur la fin. Et Lyon remontait en top 14, donc avait la volonté de se maintenir, qui avait jamais été fait au club. Pareil, j'ai retrouvé quelques joueurs que je connaissais, Nalek, avec qui j'étais au Racing, qui était parti à Lyon un an avant, que j'avais croisé aussi à Castres, donc on avait discuté du club. Et du coup, c'était le projet de maintenir le club, chose qui avait jamais été fait. Et pareil, un club centenaire qui a une grande histoire, mais qui a une histoire récente en élite où il s'était jamais maintenu. Mm-hmm. Donc voilà, un projet différent, peut-être pas avec des phases finales comme objectif, mais un premier maintien historique. C'est toujours pareil, on essaie de laisser une trace positive. Et je suis arrivé en 2014. Donc ça s'est pas passé comme prévu, puisque la première année en top 14, on est descendu, avec un maintien qui a été très très dur, parce que il y avait Bayonne, ça s'est joué la dernière journée d'autres équipes, Bayonne, Grenoble, ça s'est joué très haut le maintien. Et on était plutôt bien jusqu'à décembre, et ça s'est mal goupillé sur des matchs improbables qu'on a perdus alors qu'on... Et du coup, le club est redescendu. Donc, euh, donc voilà, je suis resté au club, et la deuxième année, du coup, c'est là où Pierre Mignoni arrive pour reprendre le club, et on était en Pro D2. Donc moi, j'avais 35 ans, 34 ans. Et donc voilà, j'ai fait une deuxième année en Pro D2 où on avait une équipe assez solide et où on a quasiment fait le record de points. On a dû perdre 3 matchs de la saison. On avait une équipe très costaud. Ouais, on a été champion de Pro D2. Pour moi, c'était au final mon premier titre parce que j'avais rien gagné jusque-là, même si j'avais fait des phases finales. Ça fait du Donc, bien. ouais, c'était top parce que j'avais jamais connu la Pro D2 non plus. J'avais fait que le top 16 et top 14. Et là, bon, j'avais 34 ans. J'étais pas non plus un titulaire. Voilà, j'ai joué mes 20 matchs de la saison. Ça allait très bien. On avait un groupe très costaud. Et c'est là où il me restait encore un an de contrat de joueur, et Pierre m'a proposé d'intégrer le staff. Ouais. Et sans faire ma dernière année, du coup. Ouais. Donc là, voilà, j'ai pesé le pour et le contre. Et soit je continuais joueur, mais bon, je sentais que j'arrivais un peu en bout de course. Déjà en Pro D2, j'étais pas un titulaire indiscutable. J'avais fait mes 20 matchs, mais bon, j'étais oui, non, ça allait très bien. De refaire les efforts pour refaire une année top 14, je pense que j'avais passé les 300 matchs. Le pour, c'était bon, j'avais l'occasion de finir quand je voulais. Pierre me proposait de finir ma carrière sur un titre de Pro D2 à 35 ans. J'étais en bonne santé, j'avais pas de gros soucis. Et puis j'avais pas envie de rechanger de... Enfin, voilà. Je pense que j'aurais fait l'année de plus, j'aurais fait 10 matchs, j'aurais fait des matchs de challenge, un peu des matchs pour tourner. J'avais pas d'intérêt à rester une année de plus, j'aurais pas joué beaucoup plus. Mais en plus, il y avait un super proposition, celle de cette transition de coach à joueur. Et ça, c'était une question que j'avais. Pour vous, vous avez déjà réfléchi sur ce côté d'être coach à cette époque-là? Ça s'est fait progressivement, toujours pareil, il faut pas forcer les choses. Quand on a 20 ans, peut-être qu'on ne se dit pas comment entraîner, mais quand j'ai commencé à être au Racing, quand j'avais 30 ans, j'ai commencé à passer mon diplôme d'entraîneur, là, c'était un DEGEP, ça s'appelle, un diplôme d'état de la jeunesse et des sports. J'ai commencé à le faire là, j'ai été parrain quand j'étais au Racing, j'étais parrain des écoles de rugby 2 ans. Donc j'allais voir, j'ai toujours eu ce côté transition, j'aimais bien aller voir les espoirs.
voilà, j'ai toujours eu ce côté qui est venu, pas eu toujours, mais justement, j'ai eu ce côté qui est arrivé vers 30 ans, 29 ans, de transmission. Et puis j'avais ça en tête, mais voilà, en préparant les diplômes, en étant joueur, quoi. J'ai pas tout fini sur le coup. Et du coup, quand je suis arrivé à Lyon, j'ai été parrain, pareil, des U18. Quand il a fallu choisir des parrains de catégorie, je me suis proposé pour les U18 et je suis allé les voir. Tous les mercredis, j'allais les voir à l'entraînement. J'ai suivi, j'ai fait quelques ateliers, puis ça m'a plu. Donc en fait, quand Pierre il m'a proposé, j'avais déjà ça en tête. C'était une belle opportunité pour moi, quoi. Et c'était pas un peu bizarre de dire, ok, je suis plus votre coéquipier, mais maintenant je suis votre coach avec des autres joueurs? Si, mais en fait, comme ça s'est fait encore une fois, ça s'est fait naturellement. Quand Pierre il me l'a proposé, c'était au mois de janvier. J'ai eu le temps de finir la saison. On a fini champion. J'ai eu le temps de m'y faire, de digérer, d'être annoncé, de le préparer. J'ai du coup essayé de finir mon diplôme et puis ça s'est fait plutôt bien. Et en plus, ça vous a offert l'opportunité de rester à Lyon aussi. J'ai passé quelques années à Lyon où j'ai joué un peu au foot ES aussi. J'adore cette ville. Ouais, non, j'étais bien. Justement, j'avais une année de joueur. C'était où je restais un an de joueur et après j'allais voir. Ou je signais 2 ans dans le staff. Donc c'était une bonne opportunité. J'avais 2 ans pour voir si c'était fait pour moi ce job. Et puis ça, voilà, j'ai passé les diplômes. Ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, on a fait le maintien historique, sauf que j'étais du côté entraîneur. Donc, on a réussi à maintenir le club. On est quasiment même failli se qualifier pour les barrages et pour la Coupe d'Europe. On a fini, je crois, on n'était pas loin d'être septième. Donc, c'était une super année. Et puis, pour moi, une première année d'expérience de coach qui s'est très bien passée, avec des résultats positifs. J'ai fini mon diplôme aussi de DE. Donc, c'était une année chargée, mais une année exceptionnelle par les transitions. J'avais vu une super émission sur Canal+ qui s'appelle Invisible sur la touche et vous y êtes et je trouvais ça sympa. Comment vous êtes d'un coup devenu, on va dire l'exemple, la personne qui connaît plus la touche. Non, je pense pas que ce soit un exemple. C'est juste que quand j'ai arrêté, justement, quand Pierre m'a proposé ce job de m'occuper de la touche, c'était un secteur où il n'y avait pas beaucoup de spécialistes. Il y avait que, dans beaucoup de clubs, c'était des joueurs qui étaient un peu spécialisés. Mhm. Mais il n'y avait pas de coach spécifique à ça. Il y avait moi, j'ai été formé en Montauban avec Laurent Travers, qui était au Racing, que j'ai retrouvé ensuite, mais qui était un coach manager qui était à fond sur la touche. Mais il y avait très peu de spécialistes. Aujourd'hui, le rugby c'est développé. Il y a des joueurs, il y a 7-8 ans, il n'y avait pas de GPS. Maintenant, il y a des GPS, il y a des spécialistes en data. On appelle ça des data scientists. Il y a des entraîneurs de la mêlée, des entraîneurs de la défense, des entraîneurs du jeu au pied. Bon, le rugby a évolué et donc la touche était un secteur très important, puisque je crois que c'est quasiment 40% des essais sont originaires de touche. Un secteur assez spécifique, donc il n'y avait pas trop de spécialistes. Et du coup, quand Pierre m'a proposé, je vais pas dire j'étais un des premiers, mais il y avait très peu de postes comme ça dans les clubs. Moi, le seul modèle que j'avais, c'était Steve Borswick qui avait fait ça avec le Japon et que j'avais un peu, que j'ai regardé ce qu'il faisait. Le reste, il y a eu Jean Bouilloux qui l'a fait en même temps que moi à Toulouse. Il y avait très peu de spécialistes purs de ça. Donc voilà, je pense que c'était une opportunité pour moi de me lancer dans un truc où il n'y avait pas trop de recul. Ça s'est très bien passé. Et ensuite, les autres clubs ont aussi, dans la foulée, enchaîné, hein. Mhm. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis, en plus avec qui j'ai joué, qui s'occupent de ce secteur. J'ai justement Julien Pierucci qui m'a remplacé à Lyon. J'ai Antoine Batut avec qui j'ai joué au Racing et à Montauban 6 ans, qui le fait depuis cette année à Bayonne. J'ai Rémi Vaquin avec qui j'ai joué, qui le fait à Agen. Il y a pas mal de mecs aujourd'hui dans les clubs qui ont pris un spécialiste de la touche. Il y en a un à Pau, c'est un mec contre qui j'ai joué. À Toulouse, il y a Jean Bouillou. Ça veut dire que c'est un secteur qui est important et que, comme au même niveau qu'il y a un coach de mêlée, un coach des avants, après, tout dépend de la hiérarchie dans les postes, de la façon de structurer une équipe, mais il faut un mec qui connaisse le domaine. Donc, soit c'est un talonneur qui fait à la fois mêlée et touche, mais beaucoup de clubs marchent avec 2 personnes devant maintenant, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs à gérer. Donc, pour moi, ben, c'était aujourd'hui, il y en a de plus en plus, et tant mieux, tu vois, c'est une bonne chose. Et ça veut devenir le norme en fait finalement. Oui, parce qu'aujourd'hui, tous les clubs ont tous les staffs, et encore plus au niveau international, les staffs sont encore plus complets.
pour devant. On peut pas entraîner les avants avec une seule personne, ni les trois quarts. Tout dépend de comment on structure l'organisation. Il y en a qui ont un coach de l'attaque, un coach de la défense. Certains ont des coachs de ski, certains ont des coachs d'avant qui font mêler et touche. Tout dépend comment on structure son... Nous, à Lyon, on n'avait pas de coach de défense. C'était tout le monde qui le faisait. Mais Pierre Mignoni m'a proposé de faire la touche. À l'époque, il y avait Sébastien Bruno qui faisait les avants et la mêlée. Donc, on travaillait à deux avec à peu près 25 joueurs, plus les jeunes. Donc, il y a largement de quoi bosser. Et puis, pour moi, c'était l'opportunité d'inventer mon propre modèle, ma façon de bosser. Ouais. Et du coup, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Faire son marque. Pour moi, en tant qu'Américain, c'est le moment dans le rugby qui ressemble le plus au foot US. Et donc, j'étais curieux si vous avez déjà regardé un match de NFL Oui. ou de foot Ouais. américain en général. Ben, c'est la touche, c'est des lancements c'est précis, c'est une zone qui fait 10 mètres, le talonneur est à 5 mètres, donc c'est quelque chose qui est fermé, c'est une situation fermée dans un jeu global, donc c'est où on peut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de techniques, il faut à la fois beaucoup de techniques, il faut beaucoup de précision, il y a une maîtrise du timing, il y a la stratégie, c'est comme un petit jeu d'échecs, voilà, il y a la stratégie, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'ils ont fait les matchs d'avant, qu'est-ce que je vais faire les matchs d'après. Il y a Mhm. beaucoup d'analyses, c'est un peu comme c'est un lancement avec une zone fermée et qui fait qu'on peut faire beaucoup de choses et ça se joue à quelques centimètres toujours. Donc il y a beaucoup de précision et beaucoup de choses passionnantes avec ce secteur. Et donc, tous vos analyses et le temps que vous avez passé de recherche là-dedans, ça a payé parce que d'un coup, l'année dernière, vous avez eu l'appel de figurer parmi le staff de l'équipe de France. Avec William Servin, vous êtes co-responsable de la conquête et je voulais juste dire quel titre. C'est sympa quand même. Oui, avec William, on a appris à se connaître aussi. Le staff, ça a été construit. Et puis voilà, quand on a choisi un peu nos rôles, on s'est choisi le titre parce qu'on voulait pas qu'il y ait... Voilà, c'est toujours pareil, c'est un choix. On voulait pas qu'il y ait une personne au-dessus de l'autre. Des fois, vous avez des clubs avec un entraîneur des avants et un spécialiste d'un domaine. Ensuite, j'ai passé mon diplôme, mon DES aussi après. J'ai tous mes diplômes les plus hauts. Et William, on voulait voilà, être tous les deux sur la même ligne, qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre nous, qu'on soit, lui s'occupe de la mêlée et aussi a une vision sur tout le jeu, les rucks, les relances de jeu, dans le contact. Et moi, j'ai une vision sur la touche et sur tout ce qui est réactivité des soutiens, la position des pieds, des choses qui reviennent sur la touche. Donc, on est plutôt complémentaires. Mhm. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on travaille en équipe, c'est une vraie connexion entre toutes les... C'est ce qui fait la différence dans un staff, c'est d'avoir une vraie connexion entre toutes les composantes. C'est-à-dire qu'on est tous liés d'une certaine façon. C'est-à-dire que moi, je suis lié avec Sean Edwards, le coach de la défense, parce que la touche, c'est forcément les lancements. La façon dont je vais défendre en touche va dépendre de la façon dont l'équipe va défendre. Défendre la ligne, c'est forcément moi qui m'en occupe sur les molles, mais c'est lié avec le coach de la défense. Mhm. S'occuper des lancements en attaque, je suis forcément lié avec Laurent Labitte, qui est l'entraîneur de l'attaque. En fait, on est tous liés avec la personne qui s'occupe du jeu au pied, les sorties de camp, quelle touche je choisis. C'est pas un travail qu'il faut faire en espèce de silo, chacun de son côté, c'est vraiment un travail de connexion, et c'est ce qui fait la différence, et c'est la même chose avec les joueurs. Aujourd'hui, ça va au-delà des avants et des trois quarts. Quand William Servat s'occupe des rucks, il fait les rucks aux avants et aux trois quarts. Ça cherche une certaine fluidité dans tout. Si on est en silo, on est moins fluide, on va dire. C'est ça le principe. Mais un silo, en fait, c'est qu'on peut pas travailler chacun de son côté. C'est-à-dire que je peux pas faire que mes Mhm. touches sans que personne. Mais aujourd'hui, on est aussi en relation avec la préparation physique parce que tous nos entraînements sont calibrés, tous nos entraînements sont codés, analysés. Donc, on sait combien courent les joueurs, les vitesses, les sprints. Il y a une façon d'entraîner, une méthodologie qui fait que tout le monde doit être connecté pour arriver à avoir ce qu'on veut le week-end. Donc, aujourd'hui, c'est même ça va plus loin que ça. C'est pas que la touche, c'est pas que la mêlée, c'est pas que la défense.
c'est un ensemble. En fait, à ce niveau-là, parce que c'est quand même le top de top, je me posais la question en tant que coach, on n'est plus dans le transfert de technique, forcément. Je sais pas, en fait, c'est une question. Est-ce qu'on est dans la technique? Est-ce qu'on on est dans l'analyse? Est-ce qu'on est plutôt dans le comment jouer ensemble? C'est quoi qu'est-ce qu'on vous transmettez dans l'équipe de France par rapport à, pour l'équipe? Je suis pas sûr si ma Ben, en question est fait, claire, je peux le oui, reprendre. oui, j'ai compris. Après, c'est différent, l'équipe de France, on n'a pas les joueurs tout le temps. Oui. Donc, il y a un vrai travail de suivi, un vrai travail de savoir, de suivre les joueurs. Chaque semaine, nous, on se retrouve avec le staff pour analyser les joueurs qu'on suit, pour faire le tour des clubs, pour leur transmettre. On a un cadre de vie et un cadre de jeu. Le cadre de vie, c'est tout ce qu'il y a autour du terrain. Il y a plein de choses, c'est très important pour nous, c'est la même valeur. Le cadre de vie, il est très important. Et il y a un cadre de jeu, la façon dont on joue. Voilà, donc les joueurs ont les deux choses à s'imprégner. Et puis aujourd'hui, oui, bon, par exemple, sur mon domaine, il y a une partie technique, mais qui est faite dans les clubs. Plus j'ai un rapport qui est positif avec les clubs, parce que c'est là où les joueurs passent 90% de leur temps. Là, aujourd'hui, j'ai un gros travail qui se passe très bien, où je vais visiter les clubs, des fois je vais entraîner, des fois je fais suivant ce que les clubs nous laissent faire et ce qu'ils ont envie. Moi, je suis allé entraîner à Clermont, je suis allé entraîner à Bayonne, j'ai fait des petites séquences. Le but, c'est que le joueur il sache ce qu'on attend de lui. C'est là où le club il travaille le plus. Mhm. Moi, j'ai des joueurs, techniquement, j'aimerais qu'ils progressent sur ça, mais c'est leurs coachs dans les clubs qui les font bosser. Moi, j'ai des retours. J'ai des retours d'entraînement de ce qu'ils font. Le joueur, il a un suivi. Comme ça, quand il arrive avec vous, à 15 jours de préparer un match, j'ai une partie qui est technique chaque semaine, où on travaille un peu les bases le lundi soir, et après, c'est de l'action. Après, la semaine est découpée de certaines façons. Mais le gros travail avant qu'il arrive, il faut que le joueur, quand il arrive, il soit en confiance. Il faut qu'il sente qu'il amène un vrai point fort. Mhm. Donc, j'insiste beaucoup sur ça quand ils arrivent, sur le point fort qu'ils amènent à l'équipe. Et avant, il y a une partie dans la semaine, il y a une méthodologie d'entraînement où j'ai une partie base, stratégie, autonomie, développer des leaders. Voilà, c'est tout un travail qui est aussi en amont dans les clubs, de faire le tour, de les suivre, de rester en contact avec eux quand ils sont blessés, pas blessés. Et tout ce travail-là qui fait que le jour où on les a, les choses peuvent aller plus vite. Ouais. Et je me dis, ça devrait être un sacré pression dans un sens aussi pour vous, dans le sens que d'un coup on est sur le niveau national. Lors d'un match, si l'équipe n'est pas forcément performante dans votre secteur, ça devrait être, allez les gars, euh, est-ce que vous êtes un peu dans cette sens, hey, mon travail y dépend, ou est-ce que vous êtes assez sereine là-dessus, ou moi personnellement, ça me stresserait énormément d'être dans vos baskets à ce niveau-là. Non, ça fait partie du job. C'est l'équipe de France, il y a rien de plus beau. C'est si tu reprends ton pays, donc il y a 66 millions de personnes que tu Mhm. représentes. Ouais, c'est génial. Il faut pas que ce soit une pression négative, que ce soit une pression positive, mais il est évident que les matchs internationaux, comme au foot, comme à n'importe quel sport, sont scrutés, analysés. Mais après, il faut garder une espèce de feuille de route. Des fois, c'est chaque secteur, un match, ça peut pas se passer bien dans tous les secteurs. Donc, Oui. c'est de savoir où on va, Moi, je sais que j'avais, quand j'ai pris une façon de voir, la façon de construire, à 30, pour aller jusqu'à la Coupe du Monde, il y avait 35 matchs. Tu construis un groupe, une façon de travailler, une méthodologie, donc il y a des choses qui se mettent en route et plus ou moins vite. On construit un pack aussi. Donc non, la pression, il faut elle fait partie du job. Si on n'accepte pas cette pression, le jour où il faudra jouer la Coupe du Monde en France ou des matchs éliminatoires, cette pression, elle est toujours là. Mhm. Donc elle est logique. Et il faut l'accepter. Donc, vous trouvez une façon de prendre le positif, mais aussi l'idée que c'est un travail de longue haleine aussi. Aujourd'hui, avec votre travail de coach et spécialiste, quels sont les, on va dire, des points forts de cette équipe de France? Parce que nous, en tant que fans, ici à Impact de Potes, on était aux anges de premier match de l'Angleterre avec cette victoire de la France. On était vraiment super content de découvrir un nouveau équipe de France. Mais vous, avec votre spécialiste, quels sont les points forts de cette équipe? Je crois que ce qu'il y a plus urgent, c'est toujours pareil, le rugby, en fait, que ce soit aujourd'hui, il y a 10 ans ou dans 20 ans, c'est l'état d'esprit. Et je pense que ce que les gens ont apprécié, c'est que les joueurs, ils ont mis un état d'esprit irréprochable. Et du coup, quand on met un état d'esprit irréprochable, c'est la base de tout.
peut pardonner des erreurs, on peut pardonner un mauvais choix, ça fait partie. Mais l'état d'esprit, c'est la base. Mhm. Et chacun dans son secteur, on essaie de l'amener. Moi, ça a été dans mon secteur la défense des molles au début, que je voulais absolument, qui a été contre l'Angleterre. Après, qu'il y ait une erreur technique sur des choses, ça, on le construit. On a des joueurs qui, avec 15 jours de vécu, on a un groupe qui a 24 ans de moyenne d'âge avec 8 sélections, ce qui est peu. Mais c'est pour les amener à jouer ensemble, les caper ensemble. Mais l'état d'esprit, c'est, je pense, que ce qu'il faut retenir de ce premier tournoi, même s'il reste un match, c'est très Mhm. important, c'est cet état d'esprit, ce côté de se battre les uns pour les autres. Et je crois qu'on l'a vu avec un match un peu, un peu phare, c'était le match au Pays de Galles, où vraiment, dans une ambiance hostile, ça n'a pas été un match gagné depuis 10 ans, où il y a un état d'esprit irréprochable. Mhm. Et je crois un carton jaune, à la fin, c'est un 10, c'est l'ailier et le 9 qui défendent des molles, donc c'est plus de la touche, puisque on peut pas dire c'est les avants, puisque c'est mon 9 et mon 10 qui m'ont sauvé une défense de molle. C'est un Gaël Ficou qui se met en 8 parce qu'il y a un carton jaune, donc est-ce que Ficou il joue devant ou derrière? Ça, on s'en moque un peu, à la fin, c'est cet état d'esprit qui était irréprochable et qui fait qu'on peut construire sur ça, quoi. On peut Mhm. rajouter de la technique, de la stratégie, des objectifs, mais la première des bases, je pense que les gens, là où ils se sont retrouvés, c'est qu'ils ont vu des joueurs se donner les uns pour les autres. Et ça, des fois, c'est la même vérité qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Ouais. Même si le sport évolue, il faut cette base en premier et la cultiver et faire en sorte que ça perdure et rajouter des éléments au fur et à mesure. Ouais, donc vous partez sur des bonnes bases. On avait cette ressenti aussi avec contre l'Écosse, c'est que même si c'était un perte, on avait le sentiment, c'est ok, bah on peut pas gagner tous les matchs avant la Coupe de Monde, et c'était un apprentissage dans un sens. Ouais, l'Écosse, ça reste une déception, mais c'est peut-être le match qui va nous apprendre le plus, parce que on avait gagné 3 matchs d'affilée, avec une belle victoire au Pays de Galles qui n'avait pas été encore une fois gagnée depuis 10 ans. Mais gérer ça aussi, développer les leaders qui ont 24 ans de moyenne d'âge, gérer ces matchs. On a vécu un peu le chaos, beaucoup d'émotions avec déjà l'arrivée au stade qui était exceptionnelle avec, je crois qu'il y avait 12 ou 13 000 Français, c'était la folie. Mhm. Donc gérer ça, qui n'avait pas été vécu par beaucoup, moi le premier, j'avais jamais vu ça. Gérer ses émotions, gérer des blessures à l'échauffement, une commotion, un carton rouge, fait des choses Oui. qui sont arrivées sur un seul match, qui n'arrivent pas depuis. Mais je pense que c'est un match qui va nous apporter beaucoup pour la construction de ce groupe, hein, et la façon dont on travaille ensemble. De toute façon, cette pression-là, ce qu'on a vécu avant le match, c'est ce qui va arriver peut-être à tous les matchs à la Coupe du Monde, avec cette pression populaire, des fois de vivre le chaos sur un terrain parce qu'il y a des choses qui se passent improbables. Mhm. Mais plus ils vont jouer ensemble, plus on va vivre des situations comme ça, plus on saura les gérer le jour où elles arriveront. Parce que c'est évident que les matchs de haut niveau, des choses improbables, et on l'a vu, hein. Je vais pas dire des matchs avec des finales, mais j'ai souvenir du Racing qui a gagné en 2016 avec un carton rouge sur un demi-mêlée. Il y a des choses des fois sur des matchs, les Anglais qui ont fait la finale de Coupe du Monde avec leur pilier qui se blesse au bout d'une minute. Des choses qu'on peut prévoir et des choses justement qui sont imprévisibles et qu'il faut s'y habituer. Donc un bon groupe de joueurs et aussi un bon nouveau groupe de staff aussi. Il y a Sean Edwards, vous avez parlé de lui, anciennement coach chez les Gallois. Ça va le français pour lui parce que je sais en tant qu'anglophone c'est pas toujours facile. Il progresse au niveau de français. Ouais, non, il s'est très vite intégré. Je pense qu'il nous apporte cette expérience de la gagne et du haut niveau. Lui, il a vécu, je crois, 12 ans avec le Pays de Galles, ou 9 ans, je sais plus, 10 ans. Il a gagné des grands chelems, il a gagné partout où il est passé. Donc non, il nous amène vraiment cette culture. Et c'est quelqu'un de simple qui, avec peu de mots, se fait comprendre et c'est quelque chose qui fait, c'est quelqu'un qui fait simple avec peu de mots et peu de phrases, qui arrive à amener cet état d'esprit. Et donc, il est très bénéfique pour l'ensemble du staff et des joueurs. Et vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez peut-être pensé dans l'avenir, dans 5-10 ans? Est-ce que ça vous intéresserait d'être un coach, mais à l'étranger aussi? Ouais, toutes les opportunités. Enfin, on sait pas de quoi il fait. Ce que je veux dire, c'est que quand je suis parti du Racing, je savais pas que j'allais à Lyon. Quand j'étais à Lyon, j'étais pas sûr que j'allais passer entraîneur de suite. Enfin, il y a des choses, des parcours qui font que ça se fait. Aujourd'hui, moi, je suis concentré à fond sur ce projet.
Et je pense que c'est un projet où il faut mettre toute son énergie pour être champion du monde, pour avoir cet objectif et de gagner avec cette finalité qu'on a, de redevenir une nation majeure, gagner des titres, rentrer au top 3 mondial. On a une espèce de finalité, un fil qu'on suit. Mais tous les jours, voilà, il faut que je donne toute l'énergie pour ça. Et je pense que le but, il est beau, quoi. Après, ce qui arrivera après, on verra. Déjà, toute mon énergie, elle va dans ça. Et il est évident que j'évoluerai encore dans le futur, quoi. Vous avez eu la chance d'avoir beaucoup de coachs différents aussi, Berbizier, Gauthier, Gonzalo Caceres, Sean Edwards autour de vous. Plein de nationalités différentes, plein d'approches différentes aussi. J'imagine que vous avez que 39 ans, vous êtes toujours en train d'apprendre. J'imagine que vous êtes comme une éponge aujourd'hui en train de prendre plein de bonnes façons de faire, on va dire. Bah, j'ai toujours eu cette philosophie. Déjà, joueur, on apprend toujours. Et j'ai appris des joueurs avec qui j'ai évolué. Je me suis fabriqué. J'ai toujours pris le positif de chacun. J'ai connu des coachs, ouais, j'ai connu Laurent Seigne, j'ai connu Jacques Delmas, j'ai connu ouais, Quesada, Berbizier, Travers, Labitte, Azam, Mignoni. Ouais, j'ai eu la chance de connaître beaucoup de coachs, mais aussi de côtoyer beaucoup de joueurs de haut niveau, des joueurs de tous les niveaux. Et chaque fois, j'ai essayé de me construire ma propre vision en tirant le positif de chacun. Mhm. Et j'ai toujours tiré le positif. Ça se passe pas toujours comme on veut, mais j'ai toujours tiré le positif de chacun. Et c'est ce que je continue à faire, de me nourrir pour progresser. Et encore une fois, en tant que coach, ça sera la même vision que quand j'étais joueur, c'est-à-dire qu'on apprend tous les jours. Aujourd'hui, des fois, je vais faire des clubs de fédéral pour entraîner aussi. Là, je suis allé à Voiron entraîner, j'ai été à Château-Renard, j'ai essayé d'entraîner aussi des clubs de fédéral pour garder la main. Je crois qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas eu une idée de quelqu'un, quel que soit le niveau. Donc même des clubs de fédéral, d'honneur, je passe pas une journée sans entraîner même des jeunes, sans repartir avec une idée ou une chose que je fais différemment. Mhm. Donc je pense que jusqu'à la fin, j'apprendrai et c'est normal. C'est le jour où si je dis que j'apprends plus, c'est pas bon signe en général. Oui, c'est vrai. Dans cette idée de la conquête, est-ce que pour vous, en tant que joueur, il y avait un joueur en particulier que vous avez joué contre, que vous avez dit, waouh, lui, c'est vraiment le meilleur exemple de la conquête? Non, mais j'ai joué des joueurs qui m'ont marqué un peu. J'ai jamais été non plus fan de joueurs à les suivre à fond, mais bah, déjà moi, en tant que coéquipier, j'en ai eu, je vais pas en citer pour en oublier, mais ouais, j'ai côtoyé des joueurs qui m'ont vraiment nourri tout au long de ma carrière. Les adversaires, je parle pas de conquête, mais des joueurs charismatiques. Voilà, en tant que deuxième ligne, j'avais Martin Johnson contre qui j'ai joué quand j'avais 21 ans. Il était champion d'Europe. C'était, Mhm. ouais, en termes de deuxième ligne, c'est le mec qui m'a le plus. Même Paul O'Connell, les étrangers, je parle. Là, Steve Borswick, le job qu'il a fait en tant que joueur, qu'il a fait aussi. Je vais pas dire que c'était des modèles, mais c'est des mecs, ouais, Et en France, ouais, j'ai évolué avec Lionel Nallet, qui était quasiment ce qui se faisait de mieux au monde. Et ouais, j'ai pas envie de tout citer, mais pour pas en oublier, mais et puis ouais, j'ai eu des partenaires comme Julien Purici, que j'ai entraîné, qui était un joueur exceptionnel. Des joueurs comme Antoine Battu, des joueurs qui ont été des joueurs de club et qui n'ont pas eu une carrière internationale qu'ils auraient mérité. Mais des grands joueurs de club, il y en a aussi, quoi. Ça, c'est important aussi. Il n'y a pas que des gens qui ont eu des sélections. Il y a des joueurs qui sont restés dans des clubs fidèles ou des grands joueurs de club qui ont autant d'importance. J'espère de ramener cette question avec tact, mais vous êtes d'origine algérienne. Est-ce que quand vous étiez jeune, vous avez déjà eu des rôles modèles, pardon, est-ce que vous avez déjà eu des modèles pour vous à ce niveau? Parce qu'aujourd'hui, il y a vous, il y a Slimani, il y a Ouas qui ont les mêmes origines. Est-ce que vous vous sentez comme un modèle aussi pour d'autres jeunes à ce niveau-là? Ouais, moi, si je suis un modèle pour les gens, c'est plutôt pour ce que je fais. Après, mes origines, j'ai jamais trop calculé par rapport à ça. J'ai toujours été fier d'être français avec mes origines. Je renie rien du tout, bien au contraire. Mes parents, c'est l'éducation de mes parents, les origines de mes parents, l'éducation que j'ai eue à l'école, l'éducation que j'ai eue au rugby.
Aujourd'hui, si je peux être modèle de gens, je vois pas de différence entre une fille, un garçon, quelqu'un d'une origine, quelque origine que ce soit. Si je peux être un modèle pour des gens, c'est plutôt par ma personnalité et les choses que je fais au quotidien, quoi. Et pas faux, oui. Non, je sais pas comment l'expliquer, mais Non, ça me paraît clair. Donc, Karim, je voulais dire merci beaucoup d'être avec nous. On est impatients pour le match d'Irlande. Donc, on vous souhaite le meilleur pour ce fin de 6 nations. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Comme toujours, merci de liker, partager et faites-nous un petit 5 sur 5 sur Apple Podcasts, ça nous aide beaucoup. Pour info, je serai au Paris Podcast Festival ce week-end. Si vous voyez un grand barbu qui ressemble un peu à un première ligne, avec un masque mais un t-shirt qui dit Pacte Pod, venez dire bonjour, ça serait plaisir de vous rencontrer. Nous allons revenir d'ici 2 semaines après le match France-Pays de Galles. Et nous sommes aussi en train d'enregistrer un autre Rugby Retro Classics. À votre avis, c'est quel match? Dites-nous sur les réseaux sociaux et entre-temps, très bonne semaine à vous. Ciao, ciao!